Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler ? On va parler de 1, 2, 3, 4, 5, 6 sujets sur l'actualité. Alors si j'ai le temps de les traiter, parce que vous savez maintenant, en fait, le problème c'est un peu frustrant quand on fait des podcasts, parce qu'il y a plein de choses, on a envie de parler de plein de trucs. Et j'ai pas le temps en fait de parler de tout ça parce que sinon les podcasts ils dureraient des heures et des heures. Donc ce que je fais maintenant, c'est que j'ai toute une liste de sujets de la semaine que j'ai trouvé intéressant de partager avec vous, et ceux que j'aurais pas eu le temps de traiter, l'intégralité sera dans les notes de l'émission, plus ceux que j'ai pas eu le temps de traiter. Alors, vous entendez un petit bip là, c'est mon petit timer que je mets pour savoir où j'en suis quand j'enregistre, au niveau du timing. Et donc voilà, vous savez tout, vous avez le back-office de mon enregistrement. Bref. Avant de démarrer, j'avais envie de vous parler de ce que j'ai sorti ce dimanche. Ce dimanche, j'ai sorti une vidéo formation qui, le terme formation, j'ai un peu du mal, de plus en plus de mal d'ailleurs avec le terme formation, parce que il y en a qui en abusent un petit peu, et enfin bon bref, voilà, et je sais pas comment appeler ça autrement. Donc c'est une vidéo formation où j'explique comment je gère les glucides au quotidien. Alors c'est pas juste je mange plus de carottes parce que ça a plus de glucides que les courgettes. Non, c'est pas comme ça que je traite le sujet. C'est juste par rapport aux situations de vie, par rapport à tout un tas de choses, notamment parce que une des questions que je reçois le plus souvent quand je poste une assiette sur mes réseaux sociaux, du style Instagram, que je mets une assiette et qu'il n'y a pas de glucides, les gens me disent « t'es en sèche ?» Ou alors, quand je mets une assiette avec des glucides, ils me disent « t'es en prise de masse ?» Et en fait, ni l'un ni l'autre, il n'y a pas de prise de masse ou de sèche ou quoi ou qu'est-ce. C'est juste une gestion que j'ai qui m'est propre, hein. Enfin, je veux dire, j'ai pas vu ça ailleurs d'ailleurs. Et j'ai ma gestion à moi. Et le problématique, c'est que dans un commentaire, je peux pas expliquer comme ça pourquoi à tel moment il n'y a pas de glucides et à un autre moment il y en a. Donc j'ai fait un travail, on va dire, un peu rétroactif, c'est-à-dire que j'ai analysé comment je faisais moi pour justement gérer cette quantité de glucides au quotidien par rapport à tout un tas de choses, des journées apocalypse, ce que j'appelle les journées apocalypse, l'activité physique, enfin bon bref, toutes les notions. J'en ai fait un tableau, j'en ai fait des grandes règles entre guillemets que je m'applique à moi finalement, hein, de manière automatique, mais je vous les présente de manière synthétique avec un PDF, avec une vidéo qui vous explique tout, et voilà tous les points forts comme je viens de vous dire dans le PDF, pour que justement vous n'ayez pas besoin de prendre de notes pendant la formation. Comme ça au moins vous avez le PDF et puis vous avez toutes les notes, les points clés déjà inscrits dessus. Et donc voilà, donc si vous voulez savoir comment gérer un petit peu mieux votre apport en glucides sur la journée, sur la semaine, sur l'année, le but étant toujours le même, parce qu'il y en a qui vont se dire ouais, mais à quelle fin, à quel but ? Moi personnellement, le mien qui m'est propre, hein, c'est de conserver des abdos apparents, de conserver un bon niveau d'énergie, d'arriver à pousser les mêmes barres que d'habitude. Enfin bon voilà, des choses assez bateaux peut-être, mais qui peuvent être un objectif pour pas mal de personnes, parce que notamment garder des abdos apparents toute l'année, je me rends compte de plus en plus que c'est quelque chose d'assez peu commun, en tout cas chez les personnes qui ont eu un background un peu en surpoids comme moi. Bref, le lien est dans les notes de l'émission, comme d'habitude, que vous soyez sur Apple Podcast, Spotify ou autre, vous avez les notes de l'émission si vous fouillez un petit peu sous le podcast, et vous retrouverez le lien pour y accéder. Allez, on démarre le podcast dans le dur avec les sujets d'actualité. Alors, premier sujet que j'avais envie de traiter, c'est une actualité technologique ou technique, ou je ne sais pas comment je pourrais l'appeler, mais en tout cas un peu geek. C'est un article, pareil, vous avez toutes les sources des articles dans les notes, hein.
Le titre, c'est maintenant disponible. Suivez vos tendances de glycémie avec facilité dans l'application Fitbit. Fitbit commence petit à petit à mettre en place un système qui permettrait de suivre la glycémie. Alors, je trouve ça très, très, très intéressant et je pense que c'est quelque chose qui manquait. Et l'application du suivi de la glycémie peut être hyper intéressant, notamment pas que pour les personnes diabétiques, mais pour d'autres types de personnes, notamment c'est les personnes qui sont un peu sujets aux hypoglycémies, à des choses comme ça. Et alors comment ça marche ? Donc là, il donne le tuto plus ou moins. Rendez-vous sur l'application Fitbit pour commencer à enregistrer votre glycémie et les symptômes associés afin de voir les tendances de vos données. Alors c'est une démarche volontaire. En fait, l'application Fitbit commence à proposer ça, mais il faut les entrer manuellement. Donc il faut avoir quelque chose qui mesure le suivi de la glycémie. En plus, vous pouvez également connecter votre application OneTouch Reveal, donc j'imagine, ou LiveScan. À mon avis, ce sont des lecteurs de glycémie qui doivent être connectés, et en fait l'application certainement va communiquer avec ça, et donc du coup vous pourrez avoir un petit peu comme le sommeil pour Fitbit ou l'exercice, avoir des grandes données. Moi je trouve que c'est hyper intéressant. Alors il y en a qui vont dire ouais mais c'est chaud parce que là la glycémie, Fitbit appartenant à Google, ils vont avoir nos données. Oui, je ne vais pas vous dire le contraire. Je pense que Google va avoir les données de la glycémie de millions d'utilisateurs de Fitbit et de ces applications-là. Bon, il y a eu des fuites de données aussi sur les données de santé. Je crois qu'il y a 500 000 personnes en France. Il y a eu 500 000 fuites de données médicales en France récemment. Donc bon, bref, c'est pas prêt de s'arrêter ce genre de choses, et de toute façon Internet étant lancé avec je pense pas qu'on arrive aujourd'hui à contrôler, à arrêter ce rouleau compresseur, mais bon, en tout cas pour le pratiquant de fitness qui veut suivre sa glycémie, qui veut suivre un petit peu ce genre de données, dans pas longtemps ça sera, je pense, très commun. Alors, ça ne veut pas dire que la montre en elle-même suit votre glycémie. Ça veut dire que l'application reliée à votre montre, donc les données de la montre qui sont les battements cardiaques, tous ces trucs-là, plus l'appareil de suivi de glycémie. Alors, pour les diabétiques, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et pour les sportifs également qui suivent déjà leur glycémie, moi je sais que j'ai un petit appareil, je m'en sers vraiment, je m'en sers même pas une fois par an, mais j'ai fait quelques tests il y a quelques temps pour voir un petit peu après le petit déjeuner, des choses comme ça, comment ma glycémie variait. Je trouve que c'est un pas de plus en avant pour le biofeedback, quoi. Donc voilà, ça c'était une petite actualité technologique, on va dire. Je trouve ça intéressant, donc je vous le partage comme d'habitude. Deuxième actu, c'est comment travailler tranquillement dans votre appartement. Alors c'est toujours du traduction français-anglais, anglais-français. Travailler, c'est s'entraîner. Donc comment vous entraîner dans un appartement, admettons, je sais pas, vous habitez au premier étage ou deuxième étage, en dessous vous avez du monde. Et vous avez envie de faire de la muscu, des trucs comme ça, mais vous vous dites moi en fait mes voisins vont me tuer en fait si je fais tomber ma barre de soulevé de terre sur le sol, soit je vais me retrouver chez le voisin parce que je vais passer à travers le sol, soit ça va tellement trembler qu'ils vont se demander si j'ai investi dans le dernier home cinéma avec caisson de basse ou j'en sais rien. Enfin en tout cas la problématique des voisins quand on s'entraîne à la maison, c'est pour les personnes en plus qui sont... Moi, je suis un peu comme ça. Je sais pas si toi qui m'écoutes, t'es pareil que moi, mais moi, je suis pas du type de personne qui pense qu'à ma gueule. C'est-à-dire que j'ai toujours tendance à penser, est-ce que je vais pas déranger les autres ? Je sais qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui pensent qu'à leur tronche, donc ils s'en ont rien à foutre de savoir s'ils dérangent ou pas les autres. Et il y a ceux, à l'inverse, qui vont d'abord penser à savoir s'ils dérangent les autres avant de se faire plaisir, quoi. Moi, je fais plutôt partie de cette catégorie-là. Donc j'ai plutôt tendance en fait à essayer de limiter, parce qu'en fait j'aime pas qu'on vienne me voir pour me dire voilà tu fais du bruit ou des choses comme ça. Ça a dû m'arriver peut-être une fois dans ma vie que les gens viennent me voir pour me dire la musique était trop forte ou un truc comme ça. Donc en 33 ans c'est assez peu, donc voilà. Bref, je sais pas dans quelle catégorie tu te trouves, mais en tout cas eux là dans l'article ils disent voilà les petites techniques que vous pouvez faire si vous vous entraînez à la maison pour pas trop déranger vos voisins. Donc déjà, il y a apparemment sur YouTube, alors c'est en anglais, il y a des entraînements à faible impact. Donc c'est des entraînements où tu vas pas avoir beaucoup d'impact au sol, etc. Deuxième astuce, ils disent entraînez-vous dans une pièce recouverte de moquettes. Alors
En Angleterre ou peut-être aux États-Unis, la moquette est courante dans les logements. Moi, c'est une déco que j'aime beaucoup. Je sais qu'il y en a qui vont dire c'est des nids à poussière, c'est dégueulasse et tout. Moi, je sais pas, c'est souvenir d'enfance. J'adore la moquette. Je sais pas pourquoi, mais pas la fumée, mais j'aime bien la moquette au sol. Je trouve que ça donne un côté chaleureux et tout ça. Mais je vais donner une astuce pour ceux qui sont, dans des logements français typiques avec du bon gros carrelage. Classique quoi, ou du lino souvent aussi. Le lino c'est de moins en moins quand même. Le lino, je pense que même beaucoup qui m'écoutent dans ce podcast, le lino, ils sont nés, ça existait déjà plus, c'était plus la mode quoi. Mais bon, il y a eu une époque où le lino était à la mode. Donc on en parlait d'ailleurs avec un ami hier, pas du lino mais d'autres choses. J'avais un pote, un voisin qui dînait avec moi hier soir, avec nous, et on parlait, on disait mais t'imagines quand même que il y a des gens qui sont nés, qui ont 15 ans aujourd'hui, 14-15 ans, et en fait ils sont nés avec l'iPhone. C'est-à-dire que l'iPhone pour eux ça a toujours existé quoi. Avant l'iPhone c'était quoi, la Seconde Guerre mondiale pour eux, il y avait rien d'autre quoi. Et c'est là où tu prends une claque en fait en te disant merde, moi j'ai connu rien, et puis le 3310, le Star Trek, ces trucs là, il y en a que non, ils ont. Donc voilà, c'est pareil pour la moquette et le lino. Il y en a qui n'ont pas connu, ils ont juste connu du carrelage et peut-être limite du parquet pour ceux qui sont dans des appartements un petit peu plus ou vintage ou luxueux ou je sais pas quoi. Donc voilà. Donc moi la technique que je donnerais à ces gens-là, donc à tous ceux qui sont en mode carrelage chez eux, en mode appartement, voisin en dessous et carrelage, c'est la technique 2 couches. Alors c'est quoi ma technique en 2 couches ? En 3 couches même. Première couche, c'est ce qu'on appelle des revêtements antidérapants. Alors quand vous achetez un tapis de sol par exemple, souvent c'est vendu avec, ou alors sinon c'est pas vendu avec, mais vous regardez donc Leroy Merlin ou Conforama ou tous ces trucs là, ou même sur Amazon, il y a des espèces de tapis filés. Donc c'est des espèces, c'est pas des tapis de sol des tapis, c'est pas déco hein. En fait c'est des choses que vous mettez sous les tapis c'est antidérapant. C'est une espèce de gomme caoutchouc en quadrillage là, un petit peu, vous savez, comme les grands brûlés là quand ils font des bandes autour d'un membre brûlé. C'est une espèce de truc en quadrillage, un petit peu en gomme là. Mais ça c'est la même chose que vous coupez. Là, c'est des gros rouleaux, ça coûte pas cher hein. Vous les coupez de la taille de votre tapis de salon. Donc il faut avoir un tapis dans son salon, mais je pense que beaucoup de personnes ont un petit tapis pour rendre plus chaleureux leur intérieur, et ça permet quand vous posez le tapis ce qui dérape pas, parce que vous savez quand vous mettez un tapis au sol, alors il y a certains tapis qui ont des petits trucs, des petits bouts de caoutchouc sous le tapis pour éviter que ça dérape, mais il y en a non, et je vous recommande, même si vous en avez, de mettre ce revêtement là. Donc première étape, vous mettez ça de la dimension de votre tapis. Deuxième étape, à Decathlon, Go Sport ou quoi, vous achetez des dalles de mousse, vous savez, les dalles de salle de muscu là. Les dalles, c'est comme des puzzles, ça s'emboîte entre eux, c'est en mode un peu tapis de gym. Donc là, vous en achetez suffisamment pour recouvrir la taille de votre tapis de salon. Enfin, pas pour recouvrir, mais pour que ça fasse la même dimension. Donc, première étape, ce revêtement antidérapant que vous coupez de la taille de votre tapis. Ensuite, des dalles de mousse de salle de gym. Ça coûte pas si cher que ça hein, pour la taille que vous allez prendre. Si vous avez un tapis qui fait, je sais pas moi, 2,20 m sur 1,80 m, admettons, ça vous coûtera pas un bras en dalle de gym. Et puis, surtout, ça va durer longtemps, donc vous aurez pas besoin de le renouveler. Sauf si vous avez un chat qui vous bouffe tout. Et ensuite, une fois que vos dalles sont mises sur ce revêtement antidérapant, là, vous mettez votre tapis de salon par-dessus. Donc, ça vous fait 3 épaisseurs. Alors, la première épaisseur, elle amortit pas grand-chose. Ça évite juste que ça glisse. La deuxième épaisseur, les dalles de gym, là, par contre, ça va bien amortir. Et votre tapis de salon, je vous recommande fortement d'ailleurs, pour votre tapis de salon, de prendre des poils soit des poils vraiment très courts, soit des poils deuxième, je sais pas comment on appelle ça, mais deuxième taille. Mais vous savez, pas les espèces de trucs en mode moumoute là, où vous savez, où vous faites tomber si vous mangez un truc, vous faites tomber votre olive sur le tapis, vous la perdez, elle est introuvable. Non, pas ces fils là. Vraiment les trucs qui sont assez rases. Pourquoi ? Parce que sinon, quand vous allez vous entraîner dessus, ça va pas être régulier, pas être agréable. Et puis c'est des nids à poussière et tout quoi. Donc un tapis normal de votre déco,
dessous des dalles de gym et dessous le truc antidérapant. Là, vous avez le combo ultime. Là, je parle avec mon expérience personnelle où je m'entraîne à la maison depuis en septembre, ça fera 2 ans que je m'entraîne full à la maison. Donc, j'ai pas attendu ni Covid ni autre chose. Et je peux vous dire que ça, c'est la bonne technique. Moi, mon tapis, je peux prendre de l'élan, partir en courant et me jeter dessus pour essayer de le faire glisser. Je peux pas parce qu'avec ce truc-là, vraiment, ça accroche bien. Plus il y a de poids dessus, plus ça accroche. Et ça retient quand même, ça amortit bien le bruit. Après, évidemment, hein, si je m'amuse à faire un gros soulevé de terre à plus de 100 kg et de laisser tomber la barre sur le sol, évidemment que ça va faire un gros boucan. Moi, j'ai la chance d'avoir un parking sous moi, j'ai pas de voisins. Mais évidemment, le boom, on va l'entendre. Mais par contre, l'intensité des bruits sera quand même fortement amoindrie. Alors après, il donne une autre astuce. Là, c'était plutôt la mienne, hein. C'était pas la leur d'ailleurs. Demander des... Enfin bon, voilà. Donc, ils disent porter des écouteurs. Alors là, c'est pour ceux qui ont tendance à pouvoir s'entraîner qu'avec la musique à fond. Donc si vous êtes du genre en mode AC/DC ou Metallica à fond les ballons ou je sais pas quelle, de toute façon n'importe quelle musique que vous aimez, vous avez peu de chances que votre voisin apprécie aussi, et même s'il aime, l'entendre à distance quand il a pas envie, ça va pas lui plaire. Donc eux ils disent de mettre des écouteurs, mais moi les écouteurs j'ai trouvé que ça avait 2 avantages. Le premier avantage des écouteurs, c'est que si vous vivez à plusieurs dans la maison, ça vous permet vous de vous isoler avec votre musique et de ne pas emmerder l'autre avec votre musique et tout ça. Deuxième chose, j'ai remarqué qu'avec des écouteurs, on entendait un peu plus les bruits sourds. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Quand vous avez des écouteurs, on n'entend pas trop les aigus. Par exemple, si quelqu'un regarde la télé, on n'entend pas trop les aigus. Mais par contre, tous les bruits comme ça, là, je ne sais pas si vous allez entendre, mais ça là, je viens de taper sur mon bureau, on va l'entendre en fait. C'est tout ce qui est résonnant, on va beaucoup plus l'entendre. Donc je trouve que les écouteurs, ça a aussi du sens pour vérifier l'intensité des impacts qu'on va avoir, en plus d'avoir la musique, évidemment. 4e point, ils disent porter des chaussettes. Ouais, évitez de s'entraîner pieds nus. Pieds nus, ça fait un peu plus de bruit que quand on a des chaussettes. Alors faites gaffe, hein, avec des chaussettes. Chaussettes contre carrelage, mauvaise idée. Préférez chaussettes sur tapis ou à la limite chaussures, quoi, si vous êtes sur le carrelage. Mais pas chaussettes carrelage égale. C'est pas le bon combo, quoi. Sinon vous allez faire du stretching non désiré et je vous le déconseille. Après, le 5e point, ils disent un endroit doux pour les poids fixés vers le bas. Alors, je sais pas trop ce que ça veut dire parce que là, attends, je vais aller retourner voir l'original. Un endroit, des fois, les traductions anglais-français, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire ? Un endroit doux pour les poids fixés vers le bas. Alors, soulever des poids est assez... Donc, si vous soulevez quelque chose du sol, concentrez-vous. Ouais, voilà. Donc, en fait, c'est sur le... Quand vous posez les poids au sol, allez-y doucement, en fait. Mais alors ça, c'est compliqué parce que beaucoup de personnes... Je reprends toujours l'exemple du soulevé de terre. On lève comme un bourrin le plus vite possible pour mettre le maximum d'intensité sur les ischios, fessiers, bas du dos. Enfin bon, bref. Voilà, tous ceux qui veulent faire des mouvements un peu explosifs. Et après, la règle d'or quand on veut progresser en force, en puissance et tout, souvent, c'est qu'ils font pas la descente, ils lâchent tout comme des gros bourrins. Là, ils disent de reposer doucement. Alors oui, effectivement, moi, depuis que je m'entraîne à la maison, je ne fais plus tomber les barres comme un cochon par terre ou les haltères et tout ça. L'avantage, c'est que vous réduisez le bruit. L'inconvénient, c'est que une série devient beaucoup plus épuisante qu'avant. Donc ça, c'est un apprentissage à avoir. Je pense que un peu d'élégance serait de ne pas vouloir impressionner ses voisins en leur montrant comme ceux à la salle, vous savez, qui prennent les haltères de... Alors d'ailleurs, c'est pas ceux qui prennent les plus grosses haltères, mais on a tous vu en salle de sport, même si ça commence à manquer à tout le monde, la salle, y a quelqu'un qui prend 2 haltères de 20 kg, qui fait son développé haltère avec, et après, il les balance à la Ronnie Coleman du haut de ses mains directement au sol, quoi. Donc même des haltères de 20 kg peuvent faire un gros boucan, faire peur aux gens. Enfin, c'est dérangeant parce qu'on ne sait jamais le rebond qu'elles vont avoir. Est-ce qu'elles vont terminer sur notre orteil ? On ne sait pas. Donc voilà, il va falloir accompagner tout ça au sol. D'ailleurs, il y a des techniques pour les poids. J'ai vu qu'il y avait des petits crochets qui existaient. Admettons, vous avez un banc de développé couché. Vous mettez la barre sur votre banc, enfin sur les supports, chandelles ou autres, ou rack. Et en fait, il y a des espèces de petits crochets qui viennent se mettre sur la barre et qui sont espacés de la largeur d'une main. Comme ça, au moins, vous pouvez poser vos haltères
et vous vous allongez sur votre banc, et si vous avez des gros haltères, admettons de 40 kg, enfin des gros, pour moi c'est gros 40 kg, mais pour d'autres ça va être léger, mais moi mes plus gros à la maison c'est des 40 kg, et ben de mettre les deux haltères de 40 sur ce support-là, vous glissez dessous sur votre banc, vous pouvez bien vous placer et démarrer directement sans avoir besoin de les faire partir du sol et de les reposer au sol. Alors à mon avis la technique est un peu périlleuse pour les remettre quand vous êtes à l'échec, mais ça doit être un coup à choper, donc ne faites pas directement avec vos poids au maximum. Mais sachez que ça existe, j'en ai vu par exemple chez... je crois que je suis sur Gorilla Sport, j'en ai vu, mais je suis pas sûr, mais je crois qu'il y en a. C'est le genre de crochet en fait, pour poser les haltères. Donc voilà, on passe à la suite. Alors la suite c'est sur l'auto-hypnose. Alors je bois un petit coup d'eau parce que je suis un peu desséché et on continue. Alors par rapport à l'auto-hypnose, pourquoi j'ai récupéré cet article ? Parce qu'il y a quelques années j'avais fait un podcast avec une personne qui est assez connue et reconnue dans ce monde-là, qui s'appelle Kevin Finel. Donc si vous tapez Kevin Finel sur mon site, vous allez tomber sur un podcast avec lui. J'étais très content de le recevoir. Après, j'étais un peu mécontent du contenu du podcast. Je trouvais que c'était un peu... il n'y a pas eu assez d'infos pour moi. Alors ceux qui veulent comprendre un petit peu à quoi ça ressemble, ils peuvent aller l'écouter. Mais pour des personnes qui sont un peu plus avancées dans l'hypnose, l'auto-hypnose et tout, je pense que vous allez pas dire c'était un super podcast et tout. C'est juste, c'est pour les personnes peu avancées, quoi. Donc si vous n'y connaissez rien là-dedans, allez l'écouter, ça va vous aiguiller un petit peu. Mais bon, moi c'est un sujet qui m'a toujours beaucoup intéressé. Je pense que de toute façon on s'intéresse tous à l'auto-hypnose, l'hypnose, la méditation et tout quand on a morflé dans la vie. Quand on sait, c'est pas un truc on se dit tiens du jour au lendemain on va s'y intéresser. Il faut avoir à mon avis pris quelques tartines à un moment donné pour s'intéresser à ce genre de choses. Bref, l'auto-hypnose. Voilà ce que j'ai récupéré dans cet article. Donc dans quel cas l'auto-hypnose est-elle préconisée ? Les préconisations sont les mêmes que pour l'hypnose accompagnée, donc avec un thérapeute. L'auto-hypnose est ainsi très utilisée contre la douleur, donc les migraines, douleurs digestives, l'arthrose. Et en psychiatrie, nous recommandons contre la dépression, les troubles anxieux, le stress post-traumatique, les phobies, etc. Les addictions, les troubles du sommeil ou les troubles de l'attention. L'un des mécanismes clés est la réorientation de l'attention. Donc ça, c'est vraiment un bénéfice de l'auto-hypnose. Et le deuxième, un autre mécanisme, réside dans les moments de plaisir que procure l'auto-hypnose. Et moi, l'avantage que j'ai par rapport à ça, encore une fois, comme je vous le disais, quand on parle d'un sujet, il faut un petit peu le comprendre, le connaître et essayer d'avoir un petit peu navigué dans ce truc-là. Et moi, personnellement, j'ai essayé l'auto-hypnose. Et je peux vous garantir ces deux choses, donc les deux avantages. Réorientation de l'attention, c'est vrai. Quand vous êtes focus sur un truc qui vous prend le chou, et que ça soit dans le monde du travail, dans le monde personnel ou autre, l'auto-hypnose est très puissante pour réorienter son attention sur autre chose. Donc je pense que ça peut être bien, notamment actuellement pour beaucoup de personnes qui sont dans une... tous ceux qui vivent seuls. Alors ceux qui écouteront le podcast dans des années, ils ne se rendront pas compte, mais... ces histoires de couvre-feu à partir de 18h, rideau, si t'es seul, tu restes seul. Ça peut être intéressant pour ces gens-là de pratiquer un peu l'auto-hypnose. Donc l'attention est réorientée sur autre chose que des trucs négatifs. Et deuxième avantage, le moment de plaisir que procure l'auto-hypnose, oui. Et je trouve personnellement que l'auto-hypnose donne... Moi, j'ai testé la méditation et l'auto-hypnose. Et je trouve que l'auto-hypnose est beaucoup plus plaisante, me fournit plus de plaisir que la méditation. Pourquoi ? Parce que l'auto-hypnose, si vous avez la capacité de vous mettre... ce qu'on appelle de vous mettre un peu en transe, tout seul, je ne vous parle pas d'avoir un audio sur les oreilles ou quoi, tout seul, avec des méthodes qui existent, il y en a plein. Donc je ne vais pas les détailler ici, c'est pas mon travail, mais si vous y arrivez, vous allez avoir, alors pas à chaque fois, mais quand vous arrivez correctement, des bonnes expériences quand même. Et pour se détacher, alors je sais pas par rapport aux addictions et tout, parce que moi ça, je sais pas, et là ça pour le coup je l'ai pas exploré pour des addictions, pour des troubles du sommeil, mais par contre... pour vous procurer un petit moment de détente et de plaisir, moi j'adore faire un exercice qui est alors je vais pas dire le truc commun de l'image positive, mais juste quand vous savez on entend souvent un lieu qui vous plaît.
Et moi, un lieu qui me plaît, par exemple, ça va être une petite maison, en mode un peu chalet, au bord d'un lac, où j'y arriverai avec une bagnole qui me plaît, tranquille, pour y passer un moment, etc. Et puis, en fait, juste le fait de penser à ça, de se concentrer, donc c'est forcément, il ne faut pas en même temps écouter un podcast ou regarder la télé. Il faut vraiment, par exemple, le soir avant de vous endormir, ou l'après-midi si vous prenez une petite pause après le déjeuner, des choses comme ça. Et vraiment, moi, c'est mon petit exercice que je me fais vraiment pour me détacher, pour lâcher prise en fait sur les événements de la journée, etc. Et de me concentrer sur ça. Et j'arrive dans ce petit chalet et en fait, mentalement, je le meuble. Ah, une belle petite cheminée allumée, je suis posé dans le canapé, il y a la cuisine au fond, voilà, un petit plat qui est en train de se préparer. Bref, et on se crée en fait une forme de. Alors, il y en a qui vont dire c'est de la visualisation ou d'autres, mais moi, finalement, c'est comme de l'hypnose. Je suis dans l'endroit en fait, mentalement. Et ça, je trouve que c'est effectivement un bon moment de plaisir qu'on ne retrouve pas dans la méditation, où la méditation, pour en avoir pratiqué, moi je crois que j'étais à une centaine de séances d'affilée, c'est pas séance dans toute ma vie, une centaine de séances d'affilée avec l'application que j'utilisais à l'époque, c'était Petit Bambou. J'ai testé, donc tous les matins, je l'ai expérimenté, je peux vous le garantir, tous les matins, je faisais ma méditation entre 10 et 15 minutes. Et c'est autre chose, c'est plutôt un effort, la méditation. C'est-à-dire qu'on doit rester concentré sur sa respiration ou sur des sensations, laisser naviguer ses pensées, ne surtout pas s'arrêter sur elles, etc. Blablabla. Et je trouve l'auto-hypnose personnellement plus plaisante. Voilà, c'est mon retour. Je pense que la méditation a d'autres avantages, etc. Mais l'auto-hypnose est pour moi plus une expérience qui colle bien finalement avec le mode de vie qu'on a aujourd'hui, où il y a des moments de la journée où on n'a plus le droit de s'évader. En fait, il y a des moments de la journée où on n'a plus de liberté. Et je trouve que l'auto-hypnose peut devenir intéressante dans ces moments-là pour s'évader. Et petit parallèle, je vous parlais le dernier podcast, je crois, ou l'avant-dernier, enfin je ne sais plus, un des podcasts, que je regardais la série Hannibal. Alors, il ne faut pas que je spoil pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mais il y a un moment donné, pour ceux qui l'ont vu en intégralité, où Hannibal se retrouve dans un endroit où mentalement il parle de son palais, etc. Et finalement, il est quasiment tout le temps en mode auto-hypnose, quoi. Parce que il le meuble un petit peu avec ses souvenirs, etc. Et du coup, il dit je suis toujours libre parce que en gros, il est dans sa tête. Enfin bon, bref, c'est très psychologique cette série. Et d'ailleurs, la saison 3, ça part un peu enfin, il faut suivre, quoi. Mais je l'ai adoré. Bref. Et c'est un peu ça, en fait. Réussir à se créer, alors pas devenir psychopathe, je vous le déconseille, mais de réussir à se créer mentalement un univers plaisant, un peu sur commande. Et je trouve que ça, quand on arrive à faire ça, et vous allez voir le parallèle avec le monde du fitness, quand vous arrivez à avoir cette capacité-là, vous pouvez, par exemple, quand vous avez une journée où vous n'arrivez pas à vous motiver à vous entraîner, et mentalement, vous faire une petite auto-hypnose de 3-4 minutes, vous fermez les yeux, un endroit un peu calme, ou même dans votre bureau, si il n'y a pas trop de bruit, et de vous créer un petit sas comme ça, un petit truc un peu décongestionnant, un peu où vous sortez un peu des soucis, vous vous mettez dans cet état et tranquillement vous visualisez le démarrage de votre séance et tout ça, le plaisir quand une séance est réussie, les bonnes sensations et tout, pour vous mettre dans un bon mood. Voilà, moi je trouve ça intéressant. Bon, on en est presque à 27 minutes de podcast, il faut que j'accélère un peu, je vais pas faire tous les sujets, je vous le garantis. Donc sur les 3 sujets, lequel me semble le plus intéressant? Celui-là, bon allez, je prends celui-là. 5 signes d'un manque d'oméga 3. Alors, sur la nutrition.fr, ils ont fait un article, vous pourrez aller voir l'original, les notes sont dans les notes de l'émission. Ils disent que, ils notent 5 signes qui pourraient prédire un manque d'oméga 3. Le premier étant la sécheresse et l'irritation de la peau. Donc si vous avez la peau sèche, etc., ça pourrait être un signe de carence d'oméga 3, enfin pas de carence, de manque. Deuxième chose, la dépression. Troisième chose, la prise de poids. Quatrième chose, la sécheresse oculaire, donc avoir les yeux secs, là, quand vous vous frottez toujours les yeux, hors allergie évidemment. Le 5e point, cheveux secs, cassants et fragiles. Donc ça, si vous avez l'intégralité des points là, si vous avez la quinte flush royale en gros là, si vous avez tout ça, pour confirmer une carence réelle, et après il faut faire des analyses sanguines. Donc ils disent les laboratoires dosent les acides gras contenus dans les globules rouges. Et ça reflète l'alimentation suivie durant les 3 mois précédant l'analyse et permettent de déceler un déséquilibre dans l'alimentation. Donc, en gros, très souvent,
c'est ces problèmes-là. Si vous regardez l'inverse cheveux secs, cassants fragiles, sécheresse oculaire, prise de poids, dépression, sécheresse et irritation de la peau, c'est souvent aussi corrélé à de l'inflammation, donc potentiellement à un dérèglement, c'est-à-dire d'avoir trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3. C'est pas la seule raison, mais d'avoir trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3. Donc beaucoup de personnes te disent, moi je veux pas de compléments alimentaires, il y a tout dans l'alimentation, et dans leur alimentation, ils n'ont pas suffisamment d'oméga 3, donc plus d'oméga 6, donc potentiellement un terrain pro-inflammatoire. Ça veut pas dire qu'ils sont malades, ça veut dire qu'ils sont pas idéal de ce côté-là, et donc ils peuvent avoir ce genre de symptômes sans tomber dans la dépression ni rien, et le simple fait de prendre un peu d'oméga 3 sans changer leur diète va déjà un peu rééquilibrer leur ratio oméga 3 oméga 6. Moi, j'aime bien dire une chose, c'est que plus on mange mal, plus on mange de mauvaise qualité, plus l'apport en oméga 3, et je parle pas de tous les compléments alimentaires, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Moi, je suis pas pour les compléments alimentaires, c'est pas une manière de venir corriger de pas faire d'efforts sur la diète et tout prendre en complément alimentaire. Je trouve ça con, mais vraiment con en fait. Il y a pas d'autre mot. Par contre, je pense que les oméga 3, c'est quand vraiment la personne est dans une démarche d'amélioration du quotidien, de sa nutrition et tout. Je trouve que les oméga 3, c'est une bonne béquille de démarrage pour cet équilibre oméga 3, oméga 6, parce que quand une personne commence à bien manger, à manger un peu plus fitness et tout, c'est rare, la personne va rarement commencer à manger du poisson gras pour plusieurs raisons. Déjà, ça coûte cher, et après, par goût et par tradition, on n'est vraiment pas habitué en France à manger du maquereau, des sardines, du saumon et tout. Ça fait très peu partie de notre culture. Un peu dans le bassin méditerranéen, là où je me trouve moi, dans le sud de la France, c'est un peu plus les fruits de mer, le poisson et tout, c'est un peu plus commun. Mais sinon, après, le poisson, c'est assez rare, c'est très cher, et c'est pas vraiment le truc qu'on commence en premier. En premier, les gens, ça va être la boîte de thon, le riz blanc, les brocolis, ils vont pas penser pour eux, les bonnes graisses, c'est avocat, huile d'olive. Et encore avocat, je suis hyper naïf en pensant que les gens commencent à manger beaucoup d'avocats. Mais sinon, énormément de personnes, quand on leur parle de fruits de mer et de poissons et tout ça, ils disent et moi j'aime pas le poisson, blablabla. Donc oui, les oméga 3, je trouve que c'est un des compléments alimentaires, effectivement, qui ont le plus de sens pour quasiment tout le monde en fait, parce que ceux qui mangent sainement, c'est assez rare de trouver des gens qui mangent beaucoup de poissons. Quand je dis beaucoup de poissons, c'est au moins 3-4 fois par semaine, et dans des doses sportives, pas dans des doses du poisson le vendredi midi, quoi. Je parle vraiment dans des doses intéressantes, et donc voilà, je trouve que l'apport en oméga 3 en cacheton, je parle en gélule. Quand on dit cacheton, les gens ils vont dire non, c'est du dopage. Alors c'est une gélule avec à l'intérieur de l'huile. Donc si vous préférez en huile mise en gélule, voilà. Ça peut être vraiment intéressant. Après, je vais pas faire pour tous les compléments alimentaires, parce qu'il y en a plein où je pense plus ou moins la même chose, mais qui s'appliquent pas de la même façon. Mais pour les oméga 3 au moins, je trouve que ça mange pas de pain de commencer à se supplémenter. Pour toute personne qui justement, tous ceux qui se sont jamais intéressés à augmenter leur apport en oméga 3 naturellement dans leur alimentation. Et beaucoup de personnes parlent aussi d'oméga 3 d'origine végétale, donc ils vont parler d'huile de lin, de machin. Sachez une chose, c'est que c'est pas la même chose. Vous aurez que des précurseurs, mais vous aurez jamais du concret. Ce sera que des précurseurs, et c'est pas l'idéal, quoi. Donc je pense à l'huile de colza, à toutes ces choses-là, l'huile de lin. Regardez plutôt du côté des oméga 3 marins. Donc si vous voulez vraiment pas prendre de compléments alimentaires, essayez d'avoir, un peu de maquereau, de sardines, de harengs, de saumon, même de truites, de fruits de mer, en fait tous les produits de la mer. Et régulièrement de tourner. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs sources de protéines, ne restez pas que sur le blanc de poulet, tournez entre viande, œufs, poisson, fruits de mer, et vous repartez à zéro pour les protéines animales, et puis après un peu de végétal si vous avez envie d'élargir un petit peu de ce côté-là en réduisant la portion de viande et tout. Moi je n'ai rien contre, chacun fait ce qu'il veut, et puis d'ailleurs je trouve que c'est beaucoup plus intelligent d'avoir un éventail de protéines plus large qu'un éventail réduit. Et donc voilà, je m'arrête ici pour ce sujet. Donc on a beaucoup parlé de nutrition, de comportement, de tout ça.
Je vous invite à aller faire un tour, vraiment, de regarder cette histoire de gérer ses glucides au quotidien, mais aussi d'aller voir ce fameux canal Telegram. Je vous en parle depuis 2 épisodes. Ça vous permettra de pas avoir... quand j'ai des fois, j'ai des pensées, des idées, des trucs que j'ai envie de partager. Et honnêtement, je les mets pas sur les réseaux sociaux, parce que sur les réseaux sociaux, de plus en plus, et je trouve que même beaucoup de personnes dans le fitness s'en rendent compte, de plus en plus aujourd'hui, ils sont un peu, lassés. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'influenceurs, de youtubeurs et tout qui me suivent et des fois qui m'envoient des petits messages et ça me fait vraiment plaisir. Et d'ailleurs récemment j'ai répondu à une personne qui m'en a envoyé un. Ça m'a vraiment fait plaisir. Il s'appelle Nage B, je crois. Si je fais une erreur, excuse-moi, je me rappelle plus exactement de ton pseudo, mais je sais qu'il est très suivi, plus suivi que moi sur les réseaux. Et ça me fait plaisir parce que je me rends compte que de plus en plus des personnes que j'appelle moi personnalités publiques, ça n'a rien de péjoratif, hein. Quand je dis personnalité publique, ce sont des personnes qui ont une audience, qui montrent certaines choses de leur quotidien, du sport et tout ça, et donc des personnes qui, quand elles montrent qu'elles suivent quelqu'un d'autre ou qu'elles recommandent des contenus, je suis quand même dans le domaine sportif et ce sont également des personnes qui peuvent être dans le domaine du sport, des coachs et tout ça, c'est des personnes qui commencent à avoir la mentalité que j'apprécie, dans le sens où c'est une mentalité où on n'est pas des concurrents, on n'est pas des personnes, on n'est pas là pour se casser les genoux entre nous, mais plutôt à essayer de se recommander et tout. Et je pense que de plus en plus en France, en tout cas je suis peut-être naïf, mais beaucoup commencent à en avoir marre de ce genre de choses. Quand je dis ce genre de choses, c'est des comportements où chacun veut détenir la vérité, et de plus en plus chacun a sa petite spécialité. Moi, il y en a qui m'écoutent pour mon podcast parce que certainement pour ce que je raconte, et puis ça fait peut-être un condensé d'actualité ou autre. Mais il y a des compétences que j'ai pas, que je vais aller chercher chez d'autres personnes, etc. Et je trouve qu'on a mis beaucoup de temps à avoir ça. C'est pour ça que je fais pas du tout de featuring. Parce que quand on fait des featuring, c'est souvent ça part un peu en clash. Et moi, je suis pas là pour faire. Je sais que les gens qui m'écoutent, ils veulent pas du clash. Le clash est réservé vous savez, à ceux qui sont en carence de télé-réalité, qui ont migré sur YouTube et qui sont en carence de clash. Moi, il y a des grosses chaînes que je suis, des petites chaînes que je suivais, qui sont devenues des grosses chaînes et qui marchent que à ça maintenant, à analyse de machin pour clasher. Ça me gonfle. Je me dis, toi, tu vendais des trucs pour aider les gens un petit peu à justement s'extraire, à devenir un peu plus meilleur et tout ça, puis finalement t'as choisi la pente glissante de la facilité. Moi mais il y en a d'autres à contrario qui résistent un peu à ça et qui essaient de justement de faire avancer les choses, en tout cas de continuer à travailler sur leur ligne. Et je pense que restons spécialisés dans ce qu'on sait faire. Moi, j'ai mon petit domaine d'expertise. J'irai pas au-delà parce que je me sens pas légitime. Mais en tout cas, de plus en plus, je me rends compte que y a une petite catégorie de j'aime pas les appeler influenceurs parce que je trouve ça hyper péjoratif, mais de personnalités publiques dans le monde du sport qui commencent à se mettre de côté, à avoir envie de partager avec des communautés plus restreintes. Et moi, c'est ce que je fais en fait avec mon fameux canal Telegram là, parce que sur YouTube ou sur Instagram et tout, il y a plein de choses que j'ai plus envie de mettre à cause de la masse de personnes qui peuvent le voir. J'ai pas envie de partager avec tout le monde. Et donc du coup, le petit canal Telegram, je crois qu'on est même pas 300 là, hein. C'est 250, c'est le maxi, je crois. Et en plus les places sont limitées. Au bout d'un moment, le truc Telegram il bloquera quoi. Et donc du coup moi je me sens plus libre de partager des trucs personnels, comme la dernière fois j'en parlais, mais j'ai parlé de literie, je parle de plein de petits trucs comme ça qui pour moi ont du sens en fait et qui correspondent à ma vision du fitness global, parce que je m'arrête pas qu'à l'entraînement, à mon programme ou la dernière fois je sais plus si je donnais l'entraînement du dimanche que j'appelle moi le fit test. D'ailleurs je l'ai partagé sur ce fameux canal Telegram là. C'est gratuit au fait, pour rappel, parce qu'il y en a ils vont dire il fait de la pub. Non, c'est gratuit. Mais je partageais ça, une méthode de progression pour les tractions. Je sais plus si je l'ai partagé dedans ou par email, bref. Mais en tout cas, je donne des trucs comme ça. Donc si vous voulez aller faire un tour, vous avez le lien comme d'habitude dans les notes de l'émission. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour les plus fidèles. Salut.
Non, non, ne t'inquiète pas, c'est pas chez toi que ça sonne, c'est ici. En fait, c'est juste pour attirer un petit peu ton attention et te dire que tu as devant les yeux, en description de cet épisode, plusieurs liens, dont un pour aller noter mon podcast avec des petites étoiles sur la plateforme que tu préfères, iTunes, je sais pas quoi, Spotify, etc. Mais également, tu peux aller retrouver tous les liens que j'ai cités dans l'épisode. J'ai essayé de faire des descriptions avec tous les liens, comme ça au moins ça vous donne des accès directs à toi et à tous ceux qui m'écoutent, de manière à pouvoir trouver directement le contenu. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à t'abonner sur la plateforme de podcast que tu préfères. Et c'est toutes les semaines à 8h du matin, le mardi. Bye bye.